Paul Ariès, vous êtes politologue, mais aussi, selon votre expression, votre belle expression, objecteur de croissance, ce qui marque bien d'ailleurs une volonté militante. Mais avant d'aller plus avant dans votre analyse critique du sport contemporain, j'aimerais savoir si vous avez été un pratiquant sportif ou un spectateur assidu. En tout cas, quel est votre rapport personnel au sport? Vous avez rappelé que je suis objecteur de croissance, mais je suis tout autant amoureux du bien vivre. Et je dirais que c'est à ces deux titres que je refuse finalement une conception du sport qui est un sport compétitif et la sportivation de l'existence. Et je dirais que j'ai arrêté d'être sportif en même temps que j'ai cessé d'être encarté dans des organisations verticales. C'est-à-dire que pour moi, c'est finalement la même logique qui me conduit à développer des activités physiques. Parce que j'adore faire du kayak, j'adore faire de la spéléo, j'adore faire des randonnées, notamment des marches nocturnes, mais à me refuser à tout ce qui correspond à l'image du sport dans ce qu'il peut avoir de compétitif, de concurrentiel. Et je dirais que mon attitude vis-à-vis du spectacle sportif est un peu du même ordre. C'est-à-dire que j'essaye d'être davantage du côté de l'acteur que du spectateur. D'ailleurs, soyons sérieux, aujourd'hui, c'est même plus un spectacle sportif. On est dans le spectacle du spectacle. Ce qui devient, j'allais dire, l'essentiel, c'est ce qui se passe dans les tribunes, c'est le marketing du sport, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Moi, je suis particulièrement heureux aujourd'hui que la question du sport redevienne à l'agenda politique. C'est-à-dire qu'on voit depuis quelques semaines la jeunesse, notamment brésilienne, se dresser contre, j'allais dire tout simplement, ce gaspillage dans le domaine du sport. Je dirais l'organisation du mondial au Brésil, c'est 11 milliards de dollars. Et j'ai été regarder quels étaient les derniers grands budgets. Au moment des Jeux Olympiques de Londres, c'était 11 milliards. Au moment des Jeux Olympiques d'Athènes, 9 milliards. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on ne peut plus rien faire au-delà, au-dessous de son montant. Et si vous regardez combien la France consacre chaque année pour ses dépenses sportives, c'est entre 30 et 40 milliards d'euros. Et à l'échelle mondiale, c'est 140 milliards de dollars. Et si on compare ce montant à ce que l'ONU considère comme ce qui serait suffisant pour régler le problème de la faim dans le monde, je dirais que si on arrivait à mobiliser pendant 25 ans 40 milliards de dollars, eh bien on règle le problème de la faim dans le monde. Si on mobilise 80 milliards de dollars, on règle le problème de la grande pauvreté dans le monde. Donc parler du sport, je dirais que ce n'est pas une discussion académique. Ça renvoie effectivement à des grands enjeux de société, et je dirais qu'il ne faut plus parler peut-être du sport comme on en parlait encore il y a 20 ans, mais il faut en parler au moment où près d'1 milliard de jeunes est au chômage, au moment où on dit que la planète est en danger. Mais vous avez assisté récemment à un spectacle sportif? Absolument pas. Absolument pas, parce que je dirais que ça ne relève pas de ce qui sera aujourd'hui mon plaisir, je veux dire ma source de jouissance. Moi, je considère que le spectacle sportif relève aujourd'hui de l'aliénation. Mais il faudrait peut-être déjà, d'ailleurs, commencer par s'interroger sur le mot même de sport. Je crois que le terme de sport est un mot piégé, ce que j'appelle ces mots poisons, c'est-à-dire des mots qui empêchent de penser. Quand on parle de sport, on a l'impression que finalement, le sport d'aujourd'hui, ça serait la continuation des Jeux Olympiques dans la Grèce antique, du sport au moment du Moyen-Âge. Mais en fait, le sport au sens moderne, il n'est pas si ancien. Il s'est développé en Grande-Bretagne au XIXe siècle, dans la bonne société et au service de la bonne société. Donc moi, lorsque j'entends sport capitaliste, j'entends sport compétitif. Et je tiens vraiment à opposer ce qu'on appelle le sport à ce qu'on appelle j'allais dire tout simplement les activités physiques. Et le mot même d'ailleurs de prof d'éducation physique et sportive montre bien qu'il y a une différence. Sinon, on serait tout simplement dans la répétition, dans la tautologie. Pour aller vite, moi je dirais qu'il faut en finir avec les profs de sport, mais qu'il faut au contraire mettre l'activité physique, l'activité corporelle au centre de l'enseignement. Parce qu'effectivement, on sous-estime beaucoup trop, je dirais, ce que ce travail sur le corps, sur ce que ce travail sur la sensibilité peut apporter pour l'émancipation.
Vous vous élevez contre la sportivation, au fond, de la vie, qui est un trait dominant de nos sociétés. Et cette sportivation, elle s'exprime à plusieurs niveaux. Au niveau politique, au niveau de l'éducation, au niveau sanitaire, économique, philosophique. Et j'aimerais qu'on commence d'abord par le plan politique. Et ça appelle à un certain nombre de questions, que vous avez déjà d'ailleurs effleurées. Notamment, commençons par les rapports qu'a le sport contemporain dans son idéologie avec l'esprit du capitalisme. Comment penser en même temps ces deux choses? Je dirais sport et esprit du capitalisme, ça nécessite peut-être déjà deux remarques préalables. La première chose, c'est que le sport ne relève pas de la propagande. Je dirais que c'est une propagande faite corps. C'est-à-dire que la force du sport, c'est cette appropriation du corps. On peut le comprendre à travers un exemple. Regardons la façon dont ont évolué les pratiques de la danse. Dans les sociétés traditionnelles, on danse en groupe. Ce sont toutes les danses folkloriques, parce que le principe premier, c'est celui de l'organisation collective. Au XIXe siècle, montée de l'individualisme, on invente la valse. On se met à danser effectivement en couple. Et société hyper individualiste comme la nôtre, eh bien on danse tout seul. C'est-à-dire que le corps nous parle, le corps exprime quelque chose. Quand on dit que le sport relève effectivement de l'idéologie, c'est une idéologie matérielle. Ça, oui, je crois que c'est la première chose à affirmer. Deuxième élément, c'est parler du sport comme propagande capitaliste. Je dirais que ce ne sont pas seulement les adversaires du sport qui le disent, ce sont aussi ses partisans. Si vous regardez ce que nous disait Pierre de Coubertin, il disait qu'il avait la haine du socialisme, de toutes les couleurs du socialisme, pour reprendre sa formule, et il ajoutait que le sport était le meilleur instrument pour lutter contre le socialisme. Jean-Marie Le Pen, qui a été longtemps vice-président du comité Coubertin, disait que le sport est de droite. Et pour une fois, c'est peut-être la seule de toute mon existence, je suis effectivement d'accord avec lui. Donc quand on dit que le sport professionnel, le sport compétitif est l'idéologie du capitalisme, je crois que c'est juste déjà pour deux raisons essentielles. Première raison, c'est que le sport, à travers notamment la recherche des records, c'est la mythologie d'une croissance sans fin. C'est l'idée que l'on pourrait toujours faire mieux. Et ceci dans tous les domaines. Alors les profs d'économie nous le disent, mais je dirais qu'ils sont moins crédibles que les profs de sport, qui vont nous appeler effectivement à nous dépasser. Sauf qu'on n'a plus le droit aujourd'hui d'entretenir cette illusion. Parce qu'on sait très bien que si 7 milliards, 8 milliards d'humains vivaient comme nous, une seule planétaire ne suffirait pas. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, 20% des humains dont nous sommes s'approprient 86% des ressources planétaires. Imaginez que vous ayez 4 amis, vous avez un gâteau, vous faites 5 parts, vous mangez, vous tout seul, les 4 premières parts et vous laissez la dernière part aux 4 autres. Voilà aujourd'hui la situation planétaire. Alors parler effectivement d'une croissance sans fin, eh bien, relève de cette logique. Et puis, le deuxième principe de l'idéologie sportive, c'est tout simplement, j'allais dire en principe aristocratique, c'est que le meilleur gagne. Et que ce meilleur gagne, ça me semble effectivement quelque chose d'inacceptable au regard de la détresse aujourd'hui de milliards d'humains. Aux côtés du fait qu'on ait 1 milliard d'humains qui crèvent de faim, qu'on ait 1,5 milliard d'humains qui vivent dans des bidonvilles. Donc cette critique du sport, elle est nécessaire, mais elle doit être accompagnée, j'allais dire, d'une d'expérimentation au pluriel, sur ce que pourraient être de nouvelles pratiques physiques. Et moi, aujourd'hui, je suis très à l'écoute de tous ces nouveaux gros mots déjà qui nous viennent des pays du Sud. Les Indiens d'Amérique parlent du sumak kafseh, la recherche d'une vie équilibrée. En Équateur, en Bolivie, on parle du buen vivir, du bien vivre. Dans la philosophie négro-africaine de l'existence, on parle du plus vivre. C'est une façon de nous dire que la solution n'est pas dans le toujours plus. Et ces mêmes philosophies qui cherchent effectivement ce plus vivre, ce bien se vivre, sont des alternatives sensorielles, sont des alternatives qui appellent effectivement à prendre au sérieux la nécessité du corps et qui refusent justement ce primat de la région froide qui a été celui de l'Occident. Et puis je crois qu'il y a, une fausse idée dont il faut se débarrasser une fois pour toutes. On entend trop souvent dire que
le sport, ça serait une façon de poursuivre la guerre, je dirais, d'une autre façon de pacifier les peuples. Je crois que ça fait partie des grands mensonges historiques. Et je dirais que ce mensonge, il existe depuis la Grèce antique. Mais prenons même plus récemment. J'ai dit tout à l'heure que le sport moderne est né au XIXe siècle en Grande-Bretagne, c'est-à-dire dans une nation particulièrement guerrière. Le sport, il s'est développé au XXe siècle, c'est-à-dire dans ce siècle qui représente plus de 50% des morts violents de toute l'histoire de l'humanité. Je dirais l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie étaient des nations sportives. Donc plutôt que de penser que le sport serait finalement un échappatoire à la violence, j'ai peur que ça soit davantage une préparation, une propédeutique à la violence. Lorsque vous dénoncez ce rapport entre le sport et le capitalisme, le sport ouvrier du début du XXe siècle n'est pas habité par cette idée de la compétition. Donc il y a peut-être, c'est pas le sport en lui-même qui est compétitif, c'est peut-être une certaine manière de le concevoir. Mais d'ailleurs, le mouvement ouvrier ajoutait toujours un qualificatif. On parlait de sport rouge, on parlait de sport ouvrier, on parlait de sport non compétitif. Moi, je pense que par clarté, il faut abandonner cette terminologie de sport pour pouvoir développer d'autres formes d'activité physique. Et vous avez raison de le dire. Le sport, j'allais dire, alternatif, un autre sport était beaucoup plus important au XIXe siècle, au XXe siècle, aujourd'hui. Je dirais que l'histoire du sport au XXe siècle, c'est l'histoire de la victoire du sport capitaliste. Mais ça n'a pas été une victoire au point, ça n'a pas été une victoire par chaos, c'était une victoire par jet de l'éponge. C'est-à-dire que c'est le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste, les gauches qui ont renoncé à développer d'autres pratiques de sport, comme ces mêmes gauches ont renoncé à développer ce qu'on appelait le syndicalisme à base multiple, à côté de la section syndicale, la coopérative d'achat, l'orchestre, la bibliothèque. De la même façon que ces gauches ont sabordé volontairement le mouvement coopératif, ou ce qu'on appelait le socialisme municipal, tous ces petits bouts d'autres sociétés. Et si les gauches ont fait cela, c'est pourquoi ? C'est parce qu'elles considéraient que toutes ces alternatives détournaient de la grande question fondamentale qui aurait été la question de la conquête du pouvoir central. Eh bien, je crois que ce que nous a appris le XXe siècle, c'est que pour la gauche, la grande question, c'est pas la conquête du pouvoir, c'est même pas le partage, mais c'est de s'en défaire. Et je dirais que ce qui est vrai dans le champ politique, le reste aussi dans le domaine des activités sportives ou physiques. C'est-à-dire qu'il faut développer un sport qui non seulement est un sport non compétitif, mais qui est un sport, j'allais dire, non hiérarchisé, et qui est un sport qui ne repose pas sur le fait de trier, de sélectionner, d'éliminer. Donc si je comprends bien, le sport est de droite, historiquement, idéologiquement de droite. Il y a une tentative de gauche pour essayer de s'approprier le sport ou d'opposer une autre forme de sport, et cela a échoué. Je rajouterai juste une chose. Je dirais que lorsqu'on développe en France cette idéologie moderne du sport, on le fait dans un but qui est un but ouvertement militaire. C'est le moment où dans les écoles, on forme ce qu'on appelle les bataillons de jeunesse et on fait défiler les gamins en portant des fusils en bois sur l'épaule. C'est le moment où finalement l'objectif du sport, c'est de former de la chair à canon. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu effectivement ce lien essentiel entre le patriotisme, le nationalisme et l'idéologie sportive. Mais on aurait pu développer, et moi j'appelle effectivement à développer d'autres activités physiques. Je ne dis sûrement pas qu'il faudrait simplement être des individus éthérés. Je crois qu'au contraire, nous souffrons aujourd'hui cruellement d'une sous-considération de ce que le corps peut nous apprendre et de la façon dont, effectivement, le corps représente une autre source d'intelligence, une autre source de compréhension du monde. On parle du sport ouvrier, on pourrait parler de la Fédération sportive et gymnique du travail, qui développait un certain nombre de motifs, par exemple le refus de la domination des plus forts sur les plus faibles, le refus d'un sport exclusivement marchand, le rejet des formes hiérarchisées du fonctionnement sportif et de toutes les formes d'exercice de pouvoir. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter un peu à cette Fédération sportive et gymnique du travail, qui est quand même un moment important dans cette alternative dont vous parlez, même si elle a échoué? Mais quand on voit, je dirais, ce qu'était effectivement
ces revendications initiales, on voit à quel point on a régressé. Je dirais, cette fédération sportive et gymnique du travail, ça vient de ce qu'on appelait le sport rouge, c'est-à-dire l'idée d'un sport ouvrier qui aurait permis davantage de fraternité, qui aurait permis de développer le mouvement coopératif. Mais je crois qu'on peut bien comprendre ce qu'a été l'échec du sport ouvrier si on fait le parallèle avec ce qu'a été l'évolution des comités d'entreprise. J'avais participé dans les années 80 au colloque national pour célébrer les 50 ans des comités d'entreprise. Et on était tous d'accord pour dire que jusqu'aux années 80, les comités d'entreprise proposaient dans le domaine culturel des activités spécifiques. Aujourd'hui, les comités d'entreprise sont devenus des sous-traitants de la FNAC. Et dans le domaine du tourisme, eh bien très souvent aujourd'hui, les comités d'entreprise sont devenus, je dirais, fonctionnent de la même façon que les marchands de voyage, c'est-à-dire toujours plus loin pour toujours moins cher. Il faut là aussi réinventer un tourisme social. Et ça a été fondée dans la mouvance de la Confédération paysanne, une association qui s'intitule Accueil paysan et qui passe des contrats avec des gros comités d'entreprise, comme celui d'EDF, pour redévelopper un tourisme social. Donc redévelopper un tourisme social, redévelopper des activités culturelles autonomes et redévelopper, j'allais dire tout simplement, des activités physiques qui permettent effectivement cette émancipation. Mais là encore, le mot même d'émancipation qui est au cœur du projet de la FSGT doit être réfléchi. Le mot émancipation est composé tout d'abord du préfixe « e », privatif, et ensuite d'une racine grecque. Et cette racine grecque, elle indiquait le moment où le maître, le propriétaire, prenait par la main, je dirais, son esclave. Trop souvent, on reste dans l'idée que l'on pourrait émanciper les gens. Ça serait les riches qui émanciperaient les pauvres, ça serait les mâles qui émanciperaient les femmes. Non, je dirais, on s'émancipe soi-même ou on ne s'émancipe pas du tout. Donc, le grand intérêt de ce qu'on appelait le sport ouvrier, c'était précisément de fonctionner selon cette logique d'horizontalité. Et en même temps, je crois qu'il ne faut pas avoir une vision uniquement pessimiste. La 5e fédération sportive aujourd'hui, qui est la fédération de la gymnastique volontaire, repose toujours sur ce type de principe. Mais la grande force du système est de rendre, je dirais, ce sport coopératif, non compétitif, invisible. C'est Rimbaud qui disait au XIXe siècle, il faut redevenir des voyants. Parce que ce système nous insensibilise, il rend invisible un certain nombre de choses. Eh bien, moi, je crois qu'il y a urgence à rendre visible l'invisible, c'est-à-dire à mutualiser ces multiples formes d'activité physique qui ne relèvent pas de ce qu'on appelle le sport, c'est-à-dire la compétition, de la sélection, la hiérarchisation. Ce qui est intéressant, vous citez Rimbaud, devenons voyants, la fameuse lettre voyant, et non pas visionnaire, donc une manière d'habiter au fond le présent et de ne pas être simplement dans une sorte de vision d'un avenir déjà donné ou en train de se donner. Cela, c'est l'occasion de revenir sur cette idée de progrès. Vous en avez parlé tout à l'heure, ce progrès qui habite à la fois l'idéologie, je dirais, de la bourgeoisie, comme l'idéologie de l'émancipation. Alors, ce progrès qui est à la fois quantitatif, toujours plus, qualitatif, comme s'il y avait une amélioration, dans le sport, c'est un progrès qui conduit à hiérarchiser, à éliminer, à classer. J'aimerais qu'on s'arrête un peu à cette idéologie du progrès telle qu'elle est présente dans le sport contemporain. Il ne faut pas avoir une vision, j'allais dire, unilatérale. L'idéologie du progrès, ça a été quelque chose de révolutionnaire, qui nous a appris à nous libérer des lois religieuses, des lois naturelles. Mais en même temps, cette idéologie du progrès, c'est ce qui a justifié le colonialisme, le racisme, le sexisme. Et si vous prenez un certain nombre de formules, là encore, de Pierre de Coubertin, il avait une vision racialiste de l'humanité. Il considérait que des olympiades femelles, comme il disait, seraient non seulement, je dirais, inappropriées, mais laides. C'est-à-dire que le sport, j'allais dire au sens moderne, vient de là également. Et puis, je dirais que cette idéologie du progrès, ça a été aussi l'idée, finalement, que l'histoire humaine serait linéaire. C'est-à-dire qu'on passerait toujours d'un moins vers un plus. Ce qui serait vrai sur le plan individuel le serait aussi sur le plan collectif. Il y aurait donc des civilisations, des peuples plus avancés, plus évolués, plus développés
que d'autres. Et puis cette idéologie du progrès, ça a été aussi cette idée qu'il fallait finalement succomber à ce fantasme d'un monde sans limite, à cette idée que la technoscience aurait réponse à tout. Et je dirais que cette philosophie du progrès, elle cache mal le fait que dans tous les domaines, dans le domaine du sport par exemple, on voit très bien que le sport est pathogène. Le sport, c'est 10% des arrêts de maladie. On sait que les grands sportifs décèdent plus jeunes. Mais je dirais que sur le plan de la grande société, en dehors de la pure logique sportive, on sait très bien que cet hymne à la croissance sans fin, non seulement a cassé les cultures populaires, les autres façons de vivre, mais est responsable aussi du pillage de la planète et du dérèglement climatique. Donc cet hymne au progrès, que l'on retrouve effectivement dans l'idéologie sportive, a toujours été en soi contestable, mais elle l'est plus que jamais. Et je crois qu'aujourd'hui, si l'on veut développer des activités physiques citoyennes, il faut remettre en cause ce dogme du progrès qui n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler l'émancipation humaine. Et de la même façon que moi j'appelle à délaisser, à oublier ce mot piégé, ce mot poison de sport pour revenir au terme d'activité physique, je crois qu'il faut se débarrasser du terme de progrès pour préférer effectivement celui d'épanouissement, celui d'émancipation. Dans un esprit qui pourrait être à la fois celui de Foucault, des analyses de Foucault, ou des travaux historiques de Georges Vigarello, par exemple, on pourrait parler du corps capitaliste. Ce corps capitaliste, qui est un corps dompté, quasi domestiqué, c'est un corps qui va être disponible pour les horaires, qui va être disponible pour la hiérarchisation des tâches, pour le respect du maître, pour tout un travail de la domination. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur ce corps capitaliste, entre guillemets. Mais je crois qu'il y a vraiment des analogies de structure profondes entre le sport et le travail, l'idéologie du travail. Déjà parce que, effectivement, les deux mettent en avant cette idée de concurrence, de compétitivité. Mais je crois qu'on peut aller plus loin dans l'analyse. Je crois que le sport était en avance sur l'hypercapitalisme, parce que le sport a mis en premier l'idée de rendement et l'idée de mesure. Et on voit très bien comment la taylorisation du corps, que l'on a pu connaître dans le monde du travail, concerne aussi le corps sportif. Ce corps sportif, c'est aussi un corps en miettes, c'est un corps où l'on va décomposer les gestes. Ce que l'on parle, quand on parle d'entraînement, ce n'est rien d'autre que la répétition sans fin du même geste pour être effectivement plus efficace, pour être plus performant. Et je dirais que ce corps sportif, ce corps capitaliste, c'est aussi un corps de souffrance. Je dirais que le meilleur exemple de ce corps de souffrance, ça serait tout simplement le refus, de la sexualité, l'obligation de l'abstinence. Et je crois qu'il est peut-être aussi essentiel de regarder non pas seulement ce qu'il en est du côté, du forçat du travail, par rapport au forçat du sport, mais au regard du forçat de la consommation, l'image même du corps sportif. Je dirais, ce corps sportif, finalement, il ressemble fortement au corps de la publicité. C'est le corps musclé, c'est le corps toujours vaillant, toujours jeune, toujours disponible. C'est ce corps, au travail, ce corps qui rapporte. Et de la même façon qu'on a pu montrer que finalement l'image du mannequin, je dirais que c'est une bonne façon de mettre les gens en échec. Je dirais que la personne de la pub, ce n'est ni moi, ni pour moi. Il y a une équipe de chercheuses américaines qui a notamment étudié la fameuse poupée Barbie, qui a mondialisé l'esthétique corporelle occidentale. Eh bien, si Barbie tenait debout, si Barbie marchait, était debout, elle ne pourrait pas rester de par sa morphologie. Elle serait forcément à quatre pattes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis des milliards d'humains en souffrance et en échec. Eh bien, ce modèle de la réussite sportive, ce modèle du corps parfait, du corps musclé, c'est aussi une façon de mettre en souffrance, de mettre en échec, des milliards d'humains. Et plutôt que d'avoir un modèle unique, je crois qu'il est essentiel qu'à travers les activités physiques, on reconnaisse une pluralité corporelle, une pluralité de façon d'habiter
son corps et de faire quelque chose de son corps, que son corps puisse être à même de nous dire quelque chose. Parce que ce corps sportif, ça devient très vite un corps atrophié. Ça devient très vite, je dirais, y compris un corps stérile. Et je ne parle pas seulement du problème du dopage. Paul Yonnet, qui a été un des invités de cette série, Paul Yonnet distingue ou ajoute à l'idée de force de travail qui est présente chez Marx, l'idée de force de loisir. Et en analysant parallèlement force de travail et force de loisir, il se demande s'il n'y a pas à l'œuvre deux processus d'aliénation, finalement. Comme il y a une aliénation dans le travail, nous le savons. Bon, Charlie Chaplin en est une image. Y aurait-il pas de la même manière une aliénation, entre guillemets, à l'œuvre, dans le loisir et la force de loisir qui lui correspond? Moi, je rejoins tout à fait la position de Paul Yonnet, avec peut-être simplement une nuance. Oui, je dirais qu'il y a autant d'aliénation du côté des forçats du sport, des forçats de la consommation, que des forçats du travail. Je crois cependant qu'il faut faire attention de ne pas sombrer dans un point de vue, j'allais dire, unilatéral. Moi, je suis plus proche des analyses de Foucault que de celles de Bourdieu. Bourdieu considérait que la domination était toujours absolue et sans échappatoire possible. Je dirais le fait de considérer que les téléspectateurs ne seraient que du temps de cerveau disponible, ça c'est le point de vue des puissants. C'est pas forcément la réalité du téléspectateur. Moi, j'aimerais savoir ce qui se passe réellement dans la tête de celui qui regarde à la télévision une compétition sportive. Dire quelle est la part, quelle est la part de jeu qu'il peut instaurer, quelle est finalement la part de double jeu également dans ce type de pratique. Oui, il y a de l'aliénation, c'est évident, mais j'allais dire que les aliénés, les dominés ne sont pas forcément dupes de tout cela, et ils résistent à leur façon. Je dirais que c'est pas parce que finalement on est dominé que l'on consent à sa domination. Donc j'ai envie de me référer à une formule forte de Jean-François Lyotard, le philosophe Jean-François Lyotard, qui dit qu'il existe des paroles en souffrance, c'est-à-dire des mots qui sont prononcés, mais que plus personne n'entend parce que nous n'avons plus l'oreille faite pour cela. Eh bien, je me demande aussi si dans les façons de regarder ce sport compétitif, concurrentiel, si dans les multiples résistances que l'on peut exister, n'existe pas déjà, eh bien, je dirais, un sport non compétitif, d'autres activités, une autre société en puissance. Mais qu'effectivement, la force du système est de rendre totalement invisible. La sociologie critique du sport, selon l'expression convenue, et surtout la forme la plus radicale de cette sociologie, elle n'hésite pas à évoquer, là je cite un passage, un encadrement pulsionnel des foules, un moyen de contrôle social qui permet la résorption de l'individu dans la masse anonyme, c'est-à-dire le conformisme des automates. Qu'est-ce que vous inspirent ces mots, pour le moins assez radicaux? Mais je pourrais signer ces formules tout en ajoutant ce que j'ai dit auparavant. C'est-à-dire que ce n'est sans doute qu'une seule face de la critique et qu'il faut aller chercher du côté de ce qui s'expérimente, de ce qui s'invente, y compris dans ce qui semble être la soumission. La pire des choses, ça serait véritablement d'adopter le point de vue, j'allais dire, des dominants, des puissants. La pire des choses, ça serait de s'imaginer que les gens sont ce qu'on voudrait qu'ils soient. Je crois qu'il y a des stratégies de pas de côté. Je crois qu'il y a effectivement 1000 façons de résister, 1000 façons de faire avec ce que l'on invente. En même temps, on le constate, je dirais que la critique sociologique, mais aussi, j'allais dire, politique, citoyenne, du sport a fortement régressé. Depuis quelques années, je dirais qu'il y a deux mouvements qui expriment cette critique. On a ce qu'on appelle l'alter-tour, donc un Tour de France alternatif, contre le dopage notamment. Et puis, il y a cette initiative en Haute-Savoie, au moment, je dirais, de cette course pendant 24 heures autour du Mont Blanc, je dirais, des parties de la population locale organisent depuis 6 ans ce qu'on appelle l'ultra-sieste. Et c'est une façon, effectivement, d'interpeller, de questionner sur ce que représente le sport professionnel aujourd'hui, avec notamment, je dirais, ce rapport à la vitesse. C'est-à-dire que ce rapport à la vitesse qui n'est pas simplement, j'allais dire, qu'on ne relève pas simplement du plaisir, de la jouissance que l'on peut avoir.
sur cette critique du sport-spectacle ou du sport-loisir. J'ai tendance à penser que, de quel droit pourrions-nous émettre une critique sur cette activité de spectateurs ou de participants si nous ne sommes pas en mesure d'apporter d'autres dissolvants d'angoisse, d'autres réponses? Et je pense qu'on ne peut comprendre le sport capitaliste que si on accepte d'élargir notre critique du capitalisme. Le capitalisme, c'est foncièrement trois choses. Le capitalisme, c'est déjà un système économique qui repose sur l'exploitation du travail, sur le pillage de la nature. Je dirais ça, les gauches et l'écologie savent bien le dénoncer, mais même si on ne dit pas assez en quoi notre mode de vie reste tributaire de siècles d'esclavagisme, de colonialisme, de néocolonialisme. Mais le capitalisme n'est pas que ça. Le capitalisme, c'est aussi l'imposition de modes de vie, de styles de vie particuliers, avec des produits spécifiques. Et ça, les gauches et l'écologie ont largement perdu cette critique des styles de vie, des modes de vie. Un exemple, en 1953, Benoît Frachon, le secrétaire général de la CGT, déclare à la tribune du Congrès « Si on accepte la civilisation de la voiture, on aura en même temps le mode de vie américain qui va avec. » Je dirais aujourd'hui, un dirigeant syndicaliste qui tiendrait ce type de propos passerait pour un fou furieux. C'est la preuve que beaucoup de ketchup a coulé depuis dans nos têtes. Mais le capitalisme, ce n'est pas non plus que cela. Le capitalisme, c'est une troisième chose, sinon ça ferait longtemps que le système se serait effondré. C'est une réponse à nos angoisses existentielles, c'est-à-dire à la peur de mourir, au sentiment de finitude. Et la réponse capitaliste, c'est le toujours plus. Toujours plus de production, de consommation, toujours plus grand, toujours plus loin, toujours plus fort. Et je dirais que tant que nous n'aurons pas d'autres dissolvants d'angoisse à opposer que cela, eh bien on ne pourra être que dans des combats défensifs. C'est pas plaisir à entendre ni à dire, mais le capitalisme nous fait jouir. Et le sport professionnel nous fait jouir. C'est une mauvaise jouissance. C'est une jouissance d'avoir, d'emprise, de domination. Domination sur les autres, sur la nature. Mais tant que nous n'arriverons pas à passer de cette jouissance de domination, d'emprise, à une autre forme de jouissance, qui est une jouissance d'être, tant que nous ne nous souviendrons pas que l'être humain est d'abord un être social, et que si l'on veut développer, j'allais dire, un sport alternatif, je préfère parler d'activité physique, eh bien c'est en se souvenant qu'il faut mettre la fabrique de l'humain au corps, d'où l'idée de la coopération. Et moi, je me souviens avec nostalgie, lorsque j'étais jeune animateur sportif, encadrant des gamins dans le quartier de la Duchère à Lyon, c'est-à-dire des gamins qui venaient des milieux sociaux les plus difficiles. Comment nous n'étions pas dans cet éloge de la compétition? Comment on pratiquait, je dirais, ces activités coopératives? Comment on inventait des jeux dans lesquels les règles du jeu évoluaient, c'est-à-dire étaient négociées sans cesse? Eh bien oui, nous avons beaucoup perdu. Une distinction que propose Robert Redeker, qui est philosophe et qui a réfléchi sur le phénomène sportif, lorsqu'il distingue entre la culture et le culturel. La culture qui politise, qui produit du dissensus, qui produit de la révolte, alors que le culturel, lui, il dépolitise, il fabrique du consensus, de la résignation. Est-ce que vous croyez que cette distinction, on peut l'appliquer au sport, cette distinction du culturel et de la culture? Moi, j'aurais dit les mêmes choses avec un autre vocabulaire, mais peu importe. Je crois, oui, qu'il est essentiel. Il est déjà important de rappeler que la démocratie a besoin de dissensus. Et si nous souffrons aujourd'hui de quelque chose, c'est bien de ce manque de dissensus. C'est-à-dire ce manque, effectivement, d'alternative. Je dirais que l'alternance ne peut pas tenir lieu d'alternative. Et que ce qui se développe dans la société, à la place de la culture, je dirais la culture quelle qu'il soit, c'est toujours ce qui nous immunise contre les fantasmes les plus archaïques, le culte de la toute-puissance, l'idée d'un monde sans limite, alors que le culturel, bien oui, relève, j'allais dire, de la McDonaldisation, relève de la Disneylandisation de nos loisirs. On peut prendre là encore un exemple, non plus dans le domaine de la danse, mais dans celui de la musique. Regardons comment a pu se mondialiser le djembé. Le djembé, au départ, c'est un véritable instrument de musique, du peuple malinké, qui permet de jouer des polyrythmies. Et pour pouvoir le mondialiser, on en a fait une sorte de tam-tam binaire, le boum-boum, cette suprématie du rythme sur la mélodie. Parce que, j'allais dire, les variations mélodiques, elles sont spécifiques à chaque culture, à chaque peuple, alors que le rythme, c'est ce qu'il y a de plus proche de la biologie. C'est ce que nous parle immédiatement. Mais ce qui est vrai dans le domaine de la musique est aussi vrai dans le domaine de l'alimentation.
Le plat le plus consommé aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est pas le hamburger, c'est pas le Big Mac, c'est la pizza. Mais comment a-t-on mondialisé la pizza? On a pris au départ un véritable plat italien et on a enlevé ce qui était trop typé. L'ail, le basilic frais, et on en a fait une sorte de pâte sur laquelle on peut mettre n'importe quoi. C'est-à-dire cette recherche du plus petit commun dénominateur. Eh bien, c'est ce qui est à l'œuvre aussi aujourd'hui dans ces méga opérations autour du sport. C'est-à-dire qu'on va chercher effectivement, l'émotion la plus superficielle, la plus pauvre, et on va y compris d'ailleurs entretenir à ce moment-là cette violence qui est toujours sous-jacente. Donc oui, ce qu'il faut réinventer, ce sont de véritables, je dis bien au pluriel, de véritables cultures de l'activité physique, mais qui sont enracinées nécessairement, dans des identifications, qui sont enracinées dans, des histoires, dans des mémoires. Et ce qu'il faut refuser, c'est ce culturel, c'est-à-dire qu'il nous appauvrit. Mais cet appauvrissement du sport, cet appauvrissement de la table, cet appauvrissement de la musique, c'est la condition même du succès commercial, du succès planétaire. Donc on retrouve peut-être cette opposition que faisait Simone Weil, la femme philosophe, entre la cadence, peut-être est-ce dans le sport, l'omniprésence de la cadence comme dans la production, aux dépens du rythme. Vous avez contesté, avec des arguments percutants, que le sport puisse avoir une valeur véritablement émancipatrice. En tout cas, on peut faire une critique à plusieurs niveaux, en particulier au plan idéologique. Est-ce que l'on pourrait dire avec Marc Perelman, est-ce que vous pourriez faire vôtre, par exemple, la remarque lorsqu'il dit que le sport n'est plus le reflet de la société, mais qu'il apparaît comme étant son projet? Mais bien sûr. Et lorsque nous dénonçons la sportivation de la vie, la sportivation de l'existence, c'est bien ce que nous cherchons à dire. C'est-à-dire que ce qui est particulièrement grave, c'est que le sport est sorti, de son lit naturel. C'est que le sport envahit la société, à tel point qu'on finit par considérer notre propre corps comme un capital à valoriser. À quel point que non seulement on n'a plus le droit d'être malade, de vieillir et de mourir. Je crois qu'il est important de penser la tension qui existe entre le sport et la pulsion de mort. C'est-à-dire que toutes les sociétés ont besoin de réguler, de gérer cette pulsion de mort. Je dirais que dans les sociétés antiques, traditionnelles, on le gère par la logique de l'honneur. Dans notre société capitaliste, je crois que l'idéologie sportive est une façon de gérer cette pulsion de mort. Mais en même temps, en développant une extrême morbidité. Et je crois qu'aujourd'hui, rien ne serait plus faux que de s'imaginer qu'il puisse exister un sport propre par rapport effectivement à ce qui ne serait que des dysfonctionnements, des accidents, la fraude, le dopage. Je crois que le dopage est consubstantiel au sport moderne. Non seulement le dopage chimique, mais également le dopage mental. Mais je dirais qu'à partir de l'armée d'abord, avec effectivement cette présence des coachs dans les commandos, du dopage dans les commandos, puis du sport professionnel, puis du sport amateur. Et aujourd'hui, dans la société, auprès de monsieur, madame tout le monde, cette idéologie du dopage, cette idéologie du coaching s'est développée. Auparavant, dans le sport, on se dopait pour gagner. Aujourd'hui, on se dope pour pouvoir simplement être dans le peloton, c'est-à-dire pour pouvoir tenir. Qu'est-ce que c'est que ce modèle que l'on offre à nos enfants? Et de ce point de vue-là, moi, je suis convaincu que l'éducation nationale, que l'Assemblée nationale devrait véritablement se préoccuper de ces enjeux. Si vraiment on a foi dans un projet émancipateur pour l'école du XXIe siècle, eh bien, il faut changer le regard que l'on porte sur le sport. Parce qu'effectivement, on ne peut plus continuer à faire comme si le dopage était un élément secondaire. C'est-à-dire que pour cela, il va falloir effectivement, sacrifier ce terme notamment de sport pour valoriser, je n'ai pas d'autre mot à proposer, mais celui d'activité physique. Au plan de l'éducation, est-ce que on a le choix simplement, c'est un petit peu binaire, un peu manichéen, entre d'un côté un parti pris qui serait celui
allez, grosso modo, d'Alain Finkielkraut, par exemple, de considérer que l'esprit de compétition est consubstantiel à l'humain et que c'est ce qui donnera le meilleur de l'humain. De l'autre, on peut prendre Michel Onfray. Ce sont deux invités aussi de Regard sur le sport. Michel Onfray qui, lui, conteste tout à fait cela et pour une conception, comme il le dit lui-même, nominaliste du sport, dans lequel, ou activité dans laquelle n'interviendrait pas nécessairement la rivalité. Comment vous pensez cette catégorie de la compétition, de la rivalité? Je pense qu'il faut déjà se défaire de tout essentialisme vis-à-vis du sport. C'est-à-dire qu'il faut se défaire de cette idée que la compétition, que l'esprit de concurrence serait quelque chose de naturel. Ça ne l'est pas plus et pas moins que l'esprit coopératif. On doit aux travaux des anthropologues, je pense à Pierre Clastres, je pense à Lévi-Strauss, d'avoir montré que dans ce qu'on appelle les sociétés premières, il y a beaucoup de jeux, on joue énormément, mais il n'y a pas d'activité d'ordre compétitif. Et l'objectif, ce n'est pas de gagner. Lévi-Strauss explique dans Triste Tropique comment sur les beaux plateaux andins, on va, recycler les matchs de foot, mais on joue tant qu'il n'y a pas égalité. Pierre Clastres explique comment, si on organise dans les sociétés premières qui existent encore aujourd'hui des courses à pied, eh bien tout le monde arrive sur la même ligne. Parce que tout simplement, ce principe, non seulement d'individualisme, l'idée qu'il faudrait être le meilleur, n'est pas enraciné. Mais ce qui est enraciné, c'est le fait que ce qui aurait de pire, ça serait d'être en dehors du groupe, d'être sorti du groupe. Aujourd'hui, faites l'expérience. Prenez des gamins dans une école maternelle, faites-les courir, il n'y a pas besoin de leur expliquer 10 fois, ils vont se battre pour être premiers. Donc, il faut refuser cette idée que le sport, ça serait la compétition, que la compétition, ça serait la vie, donc que le sport, ce serait la vie. Je crois que ce qui est, oui, la vie, c'est la nécessité de s'épanouir physiquement, sensoriellement, intellectuellement. Mais ça ne relève pas de ce sport qui, je le rappelle, est un phénomène récent, qui est né avec le 19e siècle. Donc, esprit, je dirais, de compétition naturelle, non, sûrement pas. Et oui, il faut opposer d'autres formes d'activité. Il faut le faire, de tout temps, mais d'autant plus aujourd'hui, compte tenu de la situation planétaire, compte tenu de la situation écologique. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de reculer la critique du sport. On n'a plus le droit de reporter le moment où il va falloir faire ce grand basculement. Et je voudrais sûrement pas qu'on comprenne ce discours comme étant finalement le fait d'amoindrir la question du corps. Je suis même convaincu qu'on ne pourra s'en sortir que si on met nos pratiques, nos réflexions sur le corps au centre, et y compris sur le fait que ces nouveaux enseignants qu'il va falloir former, qui seront simplement des profs d'éducation physique et corporelle, soient au corps de la formation, et un rôle beaucoup plus important, mais totalement libéré de l'esprit de compétition, de l'esprit de classement, de cet esprit de hiérarchisation. Je dirais que sur un podium, il y a 3 places, il y a 8 milliards d'humains. Donc là, vous nous appelez une véritable réforme intellectuelle et morale, plus que simplement des aménagements. Parce que si vous parliez de réforme morale. Je crois qu'effectivement, la devise olympique est immorale, mais au sens kantien, profond du terme. C'est-à-dire qu'en bonne logique kantienne, ce qui n'est pas universalisable n'est pas défendable moralement. Or, on ne peut pas tous être premiers. On ne peut pas tous être des killers. On ne peut pas tous être des gagnants. Donc il faut effectivement développer une autre morale. Et cette autre morale, c'est une morale du partage. C'est une morale de la coopération. Et là, oui, nous avons beaucoup à apprendre, peut-être des cultures populaires, des cultures rurales, de tout ce qui est pré-capitaliste, voire peut-être de ce qui est proto-socialiste, de ce qui annonce une autre société à venir. Vous parliez d'éducation nationale. L'école a une très lourde responsabilité dans cette façon d'entériner finalement cette idéologie de la compétition. Et peut-être y a-t-il un échec dans l'école
à penser en même temps, puisque nous parlons de sport, l'éducation physique, hein, donc l'accomplissement du corps, et sportive, c'est-à-dire ici la compétition. Donc peut-être, lorsque vous dites il faut des professeurs, de nouveaux professeurs, vous savez, c'est la question de Marx, qui éduquera les éducateurs? Donc la question ici, c'est une question de fond. Comment pensez-vous la responsabilité, le rôle et la responsabilité de l'école et du système scolaire dans cette ambiguïté, dirons-nous, entre l'accomplissement de soi et le dépassement de soi, le perpétuel dépassement de soi? Mais déjà, je crois qu'il faut aller plus loin que la simple remise en cause du sport scolaire tel qu'il existe. Ce qu'il faut remettre en cause, c'est la sportivation de l'école. C'est-à-dire, c'est le fait que toute l'école repose sur les mêmes mécanismes. C'est-à-dire sur la hiérarchisation, sur le classement. On a tout un débat aujourd'hui sur la notation. Je dirais que c'est bien, mais c'est insuffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. Quand on regarde ce qui apparaît aujourd'hui, j'allais dire comme le parangon de notre modèle éducatif, les classes prépa. Mais les classes prépa, ce sont des abattoirs. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une minorité qui en réchappe et qui vont accéder aux grandes écoles. Mais qu'est-ce que l'on fait de tous ceux qui déjà n'y sont pas admis? Qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui n'en sortent pas indemnes? Donc, il faut effectivement repenser foncièrement tout notre système éducatif. Et repenser notre système éducatif en dehors de cette sportivation, comme il faut repenser nos existences en dehors de ce modèle de la sportivation. Comme il faut repenser notre modèle politique. Je dirais que moi, si j'ai abandonné en fait à la fois mes pratiques sportives que j'avais quand j'étais ado et certaines formes de militance, c'est bien parce que j'avais conscience que dans le champ politique, la lutte des places prenait la place de la lutte des classes. Et que dans le champ sportif, j'allais dire le déplaisir. Là, vous faites une critique de fond d'une certaine pensée de la gauche. La gauche qui a, d'une certaine façon, renoncé à ses idéaux d'égalité en adoptant cette idéologie ambiante, qui est l'idéologie du dépassement, de la compétition. Donc là, on pourrait dire que le sport-spectacle a été intégré par l'idéologie de la gauche. Mais totalement, et j'irais même plus loin. C'est-à-dire que la gauche a perdu la bataille des idées au XXe siècle. La gauche a perdu la bataille de la défense de la notion d'égalité. Et je dirais que le sport a une petite part de responsabilité dans ce domaine-là. Je dirais qu'il est évident qu'aujourd'hui, lorsque je parle à mes étudiants d'égalité, ils m'opposent avant tout les inégalités sur un stade. Ils m'opposent les lois de la biologie. Ils m'opposent les performances intellectuelles. Alors que l'égalité, c'est une fiction. C'est bien parce que nous ne sommes pas égaux dans les faits que nous choisissons de nous reconnaître comme égaux. Sinon, la question de l'égalité ne se poserait pas. Ce qui se poserait, ça serait la question de l'identité. Donc oui, nous avons perdu le combat sur la notion d'égalité. Oui, nous avons perdu le combat sur la notion de coopération, de sport coopératif. Oui, nous avons perdu le combat sur, j'allais dire, la réduction du temps de travail, sur le droit au loisir. Et si nous avons perdu ces combats, c'est parce que la gauche s'est beaucoup trop économisée, au double sens du terme, au XXe siècle. La gauche est déjà trop économisée parce qu'elle a accordé trop de place à l'économie et aux économistes. L'économisme, c'est tout simple, c'est cette idée que plus serait forcément égal à mieux. Combien aujourd'hui d'économistes au sein du Conseil scientifique d'attaque et combien de poètes? Alors qu'on sait la place essentielle des poètes aux heures les plus sombres de l'existence. Et moi, face à la sportivation, j'appelle à une repoétisation de nos existences. Et puis la gauche s'est aussi trop économisée en refusant de multiplier les alternatives, en refusant de multiplier les pas de côté. Et si elle l'a fait, je dirais que ce sont pour des raisons doctrinales. Elle s'est trompée. Si elle a cassé ses expériences, elle peut en refaire. Je vais vous donner 2 exemples. Je participe depuis une dizaine d'années à l'évolution d'un certain nombre de communautés Emmaüs. Et à l'intérieur du mouvement Emmaüs, nous nous sommes posé cette question de l'épanouissement personnel, sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan, par exemple, musical.
dans un premier temps, a été instauré en orchestre avec le soutien de profs de musique, de collège et de lycée. Sauf que faire ce type de musique, cela suppose, j'allais dire, une formation. Et cela renforce, j'allais dire, la mise en échec d'individus qui sont déjà en échec. Ce qui a finalement été choisi, c'est une batakuda, c'est-à-dire des instruments de percussion. En plus, la pratique d'une batakuda suppose d'être en cercle, donc de créer du collectif, de se voir. Et dans le domaine sportif, une des premières tentations était de faire comme le reste de la société, d'imiter le reste de la société, de chercher aussi des performances, de chronométrer. Mais là encore, on mettait en échec des individus qui sont en souffrance. Et ce qui a été mis à la place, ça a été des activités d'éveil corporel, mais multiples, qui peuvent passer par la danse, qui peuvent passer par du yoga, qui peuvent passer par la gymnastique. Je crois qu'il n'y a pas une liste préétablie de ce qu'il faudrait faire. Mais en revanche, on a quelques repères. Refuser effectivement la hiérarchisation, le tri, la sélection, et refuser la mesure, refuser le rendement. Et j'ai l'espoir que si on commence à refuser le rendement et la mesure dans le champ de l'activité physique et corporelle, ça puisse s'étendre plus facilement au reste de la société. De la même façon que la sportivation des activités physiques a contaminé la société, je pense que la décolonisation de ces activités, de l'esprit compétitif et concurrentiel, pourrait rejaillir sur toute la société. L'enjeu ici, c'est l'avenir de la démocratie. Disons les choses tout de même. Il y a un enjeu politique de taille. Mais si on se place du point de vue des institutions sportives, parce que le sport, ce sont aussi des institutions sportives, comment penser à la fois, en même temps, le rôle des institutions sportives et la démocratie et plus généralement, alors là c'est une question peut-être un petit peu plus technique, ce sont ces grandes organisations internationales comme le CIO, la Fédération, la FIFA, etc. Comment vous concevez la façon dont ces grandes institutions devraient être réformées ou gérées pour répondre à une autre manière de concevoir, sinon le sport, le mot vous semble un mot de trop, un mot poison, en tout cas quelque chose qui permettrait de repenser le sport dans d'autres termes? Déjà, sur la question de la démocratie que vous évoquiez, je dirais que le sport entretient cet illimitisme, cette démesure. Et c'est vrai que notre société a totalement sombré dans ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris. Mais y compris dans les milieux de critique du sport, comme dans les milieux, je dirais, de l'anticonsommation, on a tendance à considérer que finalement, cette démesure, cet illimitisme, ça serait quelque chose de récent. Non, c'est très ancien. C'est-à-dire, c'est dans la Grèce antique, c'est au moment finalement où l'on remet en cause les lois divines, c'est-à-dire où l'on crée les lois politico-juridiques, que se développe l'hubris, le risque de chaos. Et depuis la Grèce antique, il n'y a que deux façons finalement de conjurer le chaos. Soit la tyrannie, et y compris, j'allais dire la tyrannie sportive, soit la démocratie. Mais la démocratie, ça peut être compris de deux façons. Soit c'est simplement je dirais la loi de la majorité, soit c'est à la façon de Jacques Rancière. Le fait que la vraie démocratie, c'est d'augmenter le pouvoir d'agir de chacun. C'est de faire que monsieur et madame tout le monde aient autant le droit de citer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous n'avons plus à avoir peur du pouvoir. Cette peur du pouvoir, je dirais, c'est un vieux fond chrétien. Nous devons au contraire chercher à diluer le pouvoir, à répartir le pouvoir dans la société. Et répartir le pouvoir dans le champ sportif, ça veut dire forcément reconnaître la compétence de monsieur et madame tout le monde. Refuser, là encore, le classement, la hiérarchie. La vraie démocratie, c'est toujours de postuler la compétence des incompétents. C'est de reconnaître que monsieur et madame tout le monde ont non seulement autant le droit à la parole, mais autant d'expertise que les meilleurs spécialistes du système. Et dire cela, c'est pas de la démagogie. C'est rendre aux spécialistes leur fonction, qui est de montrer qu'il y a toujours des choix, qu'il y a toujours des alternatives, que le jeu est ouvert. Et c'est évident que dans un système normé, que dans un système fondé sur les records, on ne peut pas avoir d'ouverture. On a un modèle, j'allais dire, homogène. Alors que faire par rapport aux grandes institutions internationales? Je veux dire, les démanteler, bien sûr, mais surtout, on ne pourra pas changer
le cadre institutionnel, si on ne change pas, j'allais dire, la conception et les pratiques sportives, c'est-à-dire si on ne passe pas effectivement à cette primauté de l'éducation physique et corporelle. C'est-à-dire que s'imaginer que l'on pourrait démocratiser ce système sportif, c'est totalement se leurrer quand on voit déjà ce qu'est le poids aujourd'hui du financier dans le modèle sportif. Quand on voit ce qu'est le poids, j'allais dire, de la médecine, de la technoscience. Et dans ce domaine-là aussi, moi, j'ai particulièrement peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sport est une des occasions pour commencer à banaliser ce qu'on appelle le post-humanisme, le transhumanisme. C'est-à-dire cette idée, effectivement, d'aller vers une humanité débarrassée de nos faiblesses. Et puis, parler de démocratie et de sport, moi, ce qui me déplaît dans le sport, c'est ce culte des dieux du stade, ce culte des champions. La vraie démocratie, c'est que monsieur et madame tout le monde aient le droit aussi à la représentation. Regardons ce qui a envahi aujourd'hui nos écrans. Ce sont les grands footballeurs, les grands tennisman. Et qui a disparu des écrans? Ce sont les milieux populaires. On ne voit les milieux populaires que dans la rubrique des faits divers, pour ce qui n'est pas bien. Eh bien, la vraie démocratie, c'est lorsque monsieur et madame tout le monde auront droit à l'image. Et de considérer qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'être un surhomme, il n'y a pas besoin d'être un monarque, il n'y a pas besoin d'être un champion pour avoir ce droit à l'image. La vraie démocratie, c'est forcément une démocratie active, une démocratie participative, ce qui sous-entend trois choses. Il faut permettre aux gens de prendre part. Et je dirais que le modèle sportif est un modèle qui repose sur l'élimination. Il y a beaucoup de prétendants, mais il y a peu de monde au bout. C'est un modèle qui permet aussi à chacun, j'allais dire, d'apporter sa part, de contribuer. Mais cette contribution, elle ne peut se faire que dans l'extrême diversité. Je dirais que le sport, comme la politique, oppose ce qui serait, j'allais dire, le sérieux, la performance, la réussite, et le futile, la fête. Eh bien, moi, je suis convaincu qu'il faut, au contraire, si on veut avoir une chance de s'en tirer collectivement à l'échelle planétaire, remettre la fête au cœur de nos rêves, au cœur de nos pensées, au cœur de notre action. Parce que je dirais que la fête, elle ne s'oppose pas au sérieux, elle s'oppose à l'ennui. Donc, et la troisième chose qui me semble nécessaire, donc il faut apporter sa part, pouvoir prendre part, mais il faut aussi recevoir sa part, recevoir sa juste part, je dirais une part égalitaire. Or, la logique même de la logique sportive est une logique de rétribution des meilleurs. C'est une logique aristocratique. Et c'est une logique aristocratique qui est en train de miner la société démocratique. Les deux grandes institutions aujourd'hui qui se développent, et elles ont d'ailleurs un lien entre elles, c'est l'entreprise d'un côté et l'institution sportive de l'autre. Deux institutions qui ne relèvent pas de la démocratie. L'entreprise ne relève pas de la démocratie, puisqu'effectivement, déjà, la nature même du contrat de travail, c'est le lien de subordination. Et le sport, de par sa logique sélective, de par sa logique de sélection des meilleurs, ne relève pas non plus de la démocratie telle que je l'entends. Nous avons abordé les liens de cette idéologie sportive, du capitalisme, les menaces que cela fait planer sur la démocratie, sur la manière, je dirais, effective dont les gens sont susceptibles de vivre et de prendre en main leur existence collective. Il faut revenir peut-être sur la dimension proprement sanitaire, car cette idéologie du dépassement de soi, de la compétition, du no limit, ça s'accompagne d'un cortège aussi de problèmes sanitaires majeurs. Le dopage, bien évidemment, les corps brisés, autant de choses que souvent on ne montre pas. Comment l'idéologie de l'excellence liée à la compétition s'accompagne aussi d'une extrême conséquence dans les corps brisés, éclatés, meurtris. Et je crois que Lucien Sfès peut beaucoup nous aider à comprendre, j'allais dire, ce paradoxe aujourd'hui au niveau du sport. Lucien Sfès dénonce ce qu'il appelle l'idéologie de la santé parfaite. Et il montre comment ce refus du droit d'être malade, ce refus du vieillissement, aboutit paradoxalement à fragiliser les individus. Et bien de la même façon, je dirais, cette
idéologie de la grande santé dans le domaine du sport, c'est-à-dire une sorte d'hypervitalisme, refoule ce qu'est véritablement l'humain. Et l'humain n'est grand que dans le respect des faibles, mais aussi de la part faible de chacun. Et on ne peut pas ensuite s'étonner du fait que le sport soit un vecteur d'accidentologie aussi important et génère autant de drames et de souffrances humaines si effectivement on ne voit pas ce lien entre le toujours plus qui est demandé et ce que sont les possibilités humaines. Mais je crois qu'il y a peut-être des raisons de fond non dites. J'ai presque envie d'établir, au moins à titre, j'allais dire, exploratoire, un lien entre la conception du corps dans le sport et la conception du corps dans la religion. C'est-à-dire cette idée que non seulement il faudra gagner son pain à la sueur de son front, mais il faut aussi gagner ses médailles à la sueur de son front. C'est le tu enfanteras dans la douleur. Mais ce tu enfanteras dans la douleur, ça vaut aussi pour le sportif. C'est-à-dire que oui, on a affaire ici à un corps qui est nécessairement souffrant, mais je dirais que cette souffrance n'est pas quelque chose qui serait comme un supplément d'âme. C'est presque, je veux dire, c'est la mesure finalement de l'effort. Cette souffrance est consubstantielle, je dirais, non seulement à cette conception du corps dans la chrétienté dominante, mais dans ce qu'est le sport véritable aujourd'hui. Donc après, il ne faut pas s'étonner du fait que le sport s'oppose au vrai désir, qui est le désir de vie. Et je dirais, ce vrai désir de vie, c'est le désir de rencontre, c'est le désir de partage, c'est pas le désir d'être premier, c'est pas le désir de faire plus que les autres. Donc dans le sport, on a une série de violences qui se cumulent. On a d'abord cette violence symbolique dont on a déjà parlé, le tri, la sélection, l'élimination. On a cette violence physique. Je dirais qu'on a aussi cette relation d'amour-haine. D'amour-haine, je dirais, des autres, de soi-même, de son propre corps. Donc on va s'affliger effectivement de la souffrance à travers ces entraînements. On va se mettre en échec et on va créer effectivement ce corps non seulement blessé, médicalisé, dominé. Quand je dis corps dominé, parce qu'effectivement, je dirais, il n'y a pas aujourd'hui de sport professionnel sans cette dimension technicienne qui l'emporte. C'est-à-dire que l'individu va se mettre à fonctionner. L'individu sportif n'est plus un artisan. Je dirais qu'il est davantage un OS. Et quand je dis ça, c'est sans dimension péjorative. C'est-à-dire qu'on va décomposer chaque geste en éléments élémentaires. On va effectivement renforcer cette puissance, cette capacité en essayant de gagner des microsecondes. Et de la même façon que dans l'entreprise, on a taylorisé le geste, on taylorise le sourire aujourd'hui, y compris dans l'entreprise, eh bien, au niveau du sport, on a une taylorisation à l'extrême. Et bien ça ne peut être effectivement qu'une mise en échec de l'humain lui-même. Il y a un paradoxe, faussement mis en évidence, entre d'un côté ce mythe de la santé parfaite, enfin, ce paradigme du corps sain, ce paradigme de la jeunesse, et de l'autre, il y a aussi une idéologie doloriste, une idéologie de la souffrance. C'est Michel Onfray qui aime dire qu'il faut mettre un terme à 2000 ans de corps souffrant, qui jubilent dans la douleur. Donc il y a un paradoxe apparent entre la célébration de la perfection du corps, et là on cache les corps brisés, et de l'autre, une idéologie de la souffrance, et c'est de cette souffrance que naîtraient bien évidemment les records, la compétition, l'excellence. Mais Onfray a parfaitement raison d'établir cette relation entre le culte de l'excès, le culte de la gagne, de la réussite et la mise en échec. Moi, dans un autre champ, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les sectes, et les grandes sectes sont aussi des machines à faire fantasmer sur la toute-puissance. Mais du fait même qu'elles sont des machines à faire fantasmer sur la toute-puissance, ce sont des entreprises à fragiliser l'individu. C'est-à-dire, si je ne reconnais pas la part faible, si je ne reconnais pas le droit à l'erreur, à l'insuffisance, à l'échec, je ne peux effectivement que créer des situations catastrophiques. En revanche, j'ai un désaccord avec Onfray.
C'est-à-dire qu'on ferait voix juste lorsqu'il dénonce le dolorisme, mais après, j'allais dire, il saute par-dessus le mur, en quelque sorte, lorsqu'il propose, dans les féeries anatomiques, d'avancer vers le cyber, vers l'individu appareillé. Et là, il me semble, si je l'ai bien compris, qu'il rejoint paradoxalement l'idéologie sportive dans ce qu'elle a effectivement de pire. L'idée qu'il y aurait une sorte d'impératif d'optimisation du capital corps, du corps capital, c'est ce qu'on appelle le paradigme médico-sportif. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et dominant dans mais qui s'est répandu dans toute la société. C'est-à-dire que ce paradigme a commencé effectivement dans le cadre du sport, mais concerne aujourd'hui les cadres des sociétés et jusqu'au moindre salarié. Et c'est vraiment ce droit à la faiblesse, c'est-à-dire ce droit à l'humain dans l'homme qui est littéralement remis en cause. C'est-à-dire chaque fois que l'on considère qu'on va aller vers une sorte d'homme machinique et qu'on va interpréter, je veux dire, ce que sont nos faiblesses humaines comme étant des dysfonctionnements d'une machine que l'on pourrait corriger. Alors soit par un entraînement spécifique, soit par un dopage physique ou mental, on est dans l'erreur. Alors oui, dans un premier temps, on va obtenir un succès, on va obtenir une médaille, mais on sait très bien que ça ne dure pas. Et on sait très bien, j'allais dire, quel est l'avenir de ces jeunes gymnastes qui, dès la prime enfance, subissent un entraînement particulièrement violent. Je me rappelle de mes engagements de jeunesse, où on idéalisait le sport de l'Allemagne de l'Est, en disant voilà au moins un domaine où le socialisme réellement existant fait preuve de son succès. Et je me rappelle de discussions avec des professeurs d'éducation physique à l'époque. Mais on a découvert après mais que c'était effectivement l'horreur absolue. C'est-à-dire que c'est le modèle même de ce qu'il ne faut pas faire. Et je dirais qu'on n'a rien appris, on n'a rien compris, puisqu'aujourd'hui on reproduit exactement la même logique, avec des moyens qui, en revanche, sont des moyens démultipliés. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'effectivement, on a peut-être toujours fantasmé sur l'idée d'avoir un homme sans limite, mais qu'aujourd'hui, nous avons la technologie nous permettant, je dirais, d'avancer dans cette direction-là. Non pas parce que nous serions à terme capables de réaliser tout ce que la technique permet, mais tout ce qui sera rentable. Et pas seulement sur le plan financier, dans le cadre de cette idéologie. Parce qu'effectivement, nos dieux du stade remplissent cette fonction idéologique. Et de ce point de vue-là, je dirais que, tout à l'heure on parlait d'aliénation, je crois que la formule de Marx, lorsqu'il parle d'opium du peuple, est peut-être plus juste. Parce que dans l'opium, il y a à la fois cette fonction, je dirais, de dérivative, d'aliénation, mais c'est aussi, j'allais dire, une compensation. Un stupéfiant. C'est un stupéfiant, mais au sens positif. C'est ce qui va vous permettre de tenir. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, beaucoup d'individus qui ont le sentiment de ne pas exister dans cette société. Cette société, elle produit des individus surnuméraires. Donc des individus qui ont un sentiment d'inexistence, d'être superflus. Alors d'un côté, je dirais que la société leur offre des solutions avec la télé-réalité où ils peuvent s'identifier aux héros du jour. Mais la pratique sportive, et là je dis bien sportive, avec l'obligation de rendement, de performance, de chronométrage, est aussi une solution qu'apporte la société en disant, voyez, vous pouvez compter, vous existez. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, la fameuse phrase de Marx sur l'opium du peuple, il ajoute, je crois, et le soupir de la créature. On oublie le soupir. Il y a donc du soupir aussi dans cette affaire. Mais la notion. C'est pour ça que quand je disais que ces individus que le système considère comme des moins de rien, je veux dire les sans-parts, je dirais que ces millions de jeunes au chômage, qu'ils s'investissent et se surinvestissent dans le sport, ça relève effectivement de ce soupir. C'est ce qui va leur donner un sentiment d'être. J'allais dire une illusion d'être. C'est là où, effectivement, je ne peux pas me satisfaire. Et que je dis qu'il va falloir développer d'autres formes d'émancipation, y compris sur le plan corporel.
et peut-être déjà émanciper les mots, parce que le mot limite, limitation, c'est un mot qui a fini dans notre système, par exemple éducatif, de devenir péjoratif. Dire que quelqu'un est limité, cet élève est limité, la limite ici, bien évidemment, est pensée par rapport à une norme qui est la norme du dépassement. Donc de l'objectif conçu comme un dépassement dans l'avenir, plutôt qu'une excellence. Mais je dirais que la grande caractéristique de notre société, c'est effectivement de jouer sans arrêt avec la transgression. Je dirais un individu, un enfant, incapable d'avoir des limites parce qu'on ne lui a pas transmises, il va obligatoirement les chercher dans le réel. C'est le développement des conduites à risque, c'est le développement de la toxicomanie ou du suicide chez les plus pauvres, chez les plus faibles. Et une société comme la nôtre qui n'est pas capable collectivement non plus de se donner des limites, elle va aussi les chercher dans le réel. C'est l'explosion obscène des rémunérations, c'est la dégradation aujourd'hui du climat, c'est l'épuisement des ressources. Donc le grand enjeu pour le 21e siècle naissant, c'est bien de renouer avec cette capacité à se donner des limites. Et pour moi, il y a deux solutions pour cela. Il y a le retour à la politique, tel qu'on le définissait tout à l'heure, puisque la politique, c'est la définition de la loi, ce qui pose bien sûr la question du contenu de cette loi. Est-ce que c'est une loi qui est faite dans l'intérêt du plus grand nombre ou d'une petite minorité ? Est-ce que c'est une loi qui vise à l'accaparement du pouvoir ou au contraire à la dilution du pouvoir dans la société, de donner à chacun du pouvoir sur son existence? Et puis d'autre part, c'est la culture. Parce qu'effectivement, la culture nous immunise contre les fantasmes les plus archaïques. Donc nous ne sommes pas démunis pour résister à l'hubris et à la démesure. Et c'est sûrement pas en appelant au retour des lois divines ou au retour des lois de la nature ou de la biologie que l'on pourra s'en sortir. Ce n'est qu'avec un surcroît de démocratie. C'est cette critique que vous faites, notamment de la rivalité à l'œuvre dans la vie politique, par exemple, ou dans le défaut de vie politique, c'est ce qui justifiait chez la femme philosophe Simone Veil, dont on parlait tout à l'heure, l'idée de suppression des partis politiques. Si les partis politiques sont simplement dans le pour et le contre, dans le manichéisme du pour et du contre, de la rivalité, au sens stérile du terme, eh bien la démocratie risque d'être emportée par ces partis politiques. Mais je crois qu'on peut faire un parallèle entre la critique des partis politiques en tant qu'institution et la critique du sport. Moi, je crois que le grand enjeu aujourd'hui, c'est de changer la forme parti, et de deux manières. Déjà en faisant de nos organisations des lieux de circulation de la parole, c'est-à-dire des lieux horizontaux et non plus des lieux verticaux, hiérarchiques. Et la deuxième chose, c'est de faire de nos organisations politiques, syndicales, associatives, des lieux de fraternité. Au XIXe siècle, on disait qu'il fallait développer des politiques de l'amitié. Faut pas le cacher. Il y a souvent aujourd'hui plus de bonheur à jouer aux cartes avec 3 copains ou être membre d'un club de boules qu'à militer politiquement ou être un grand sportif à l'entraînement. Tant que nous reproduirons les modes de fonctionnement qui sont ceux de la grande société, c'est-à-dire cette lutte pour le pouvoir, cette recherche vaine de la perfection, on ne pourra être que dans l'échec. Et Simone Veil a raison. On se mobilise trop seulement contre et pas seulement pour. Et la gauche, en matière de critique du sport, en a été, l'exemple parfait. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on allait pouvoir reprendre le sport bourgeois, le sport capitaliste, et arriver à le débarrasser de ses scories. Des fraudes, du dopage. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a porté notre adversaire sur le dos jusqu'au moment où il nous a poignardés. Donc effectivement, il ne s'agit pas de revenir en arrière, il s'agit de multiplier les pas de côté, de libérer l'initiative. Et moi, j'aurais tendance à penser que de la même façon que la gauche, en 1981, avait su libérer de nouveaux territoires, les radios libres, les lois Auroux pour la démocratie dans l'entreprise, eh bien, il faut aujourd'hui qu'elle libère de nouveaux territoires pour faciliter les expérimentations, notamment dans le domaine des activités physiques et corporelles. Donc sur le fronton des ministères, le fronton des écoles, le fronton des bâtiments publics, peut-être inverser la devise olympique, moins vite, moins haut, moins fort. J'avais proposé ce slogan il y a quelques années et je dois avouer que je n'ai pas rencontré un franc succès. Je crois que, pour une part,
ce refus était justifié. C'est-à-dire que si ce slogan voulait dire qu'il s'agit de faire la même chose en moins, c'est-à-dire qu'être objecteur de croissance, ça serait appeler les gens à se serrer la ceinture un peu beaucoup passionnément ou à la folie, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire si on donne le sentiment qu'on appelle au sacrifice. Moi, je ne crois plus au lendemain qui chante parce que je veux chanter au présent. C'est-à-dire que je crois que ce que l'on doit opposer à la sportivation de l'existence, c'est le désir. C'est le philosophe Gilles Deleuze qui disait « Seul le désir est révolutionnaire ». Mais ce désir, il ne doit pas être confondu avec l'envie qu'instrumentalise le système marchand, mais aussi le système sportif. Ce désir, c'est le désir d'altérité, c'est le désir de rencontre, c'est le désir de partage. Et c'est la raison pour laquelle moi je crois toujours effectivement à ce slogan qui m'apparaît être aujourd'hui, j'allais dire, un peu l'équivalent de ce qu'ont été les slogans « Nous sommes les 99%, ils sont les 1% » des indignés dans le champ politique et dans le champ économique. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, j'allais dire, le monde sportif, ceux qui s'intéressent, et à terme, je dirais ça concerne l'ensemble des humains, des citoyens, à cette dimension-là, doivent se révéler au nom d'une conception plus haute, plus noble, des activités physiques, des activités corporelles, contre la devise olympique, avec tout ce qu'elle représente. Et puis la devise olympique, elle cristallise non seulement la performance, mais pour parler comme Virilio, le triomphe de la vitesse, de l'accélération et les conséquences que cela a au plan politique. Par exemple, la vitesse, c'est aussi la réduction de la carte mentale, la vitesse, c'est aussi l'absence de délibération. Quelle démocratie possible s'il n'y a pas de délibération, s'il n'y a pas justement le débat? Mais Paul Virilio a raison, c'est-à-dire qu'il faut repolitiser un certain nombre d'enjeux, comme notre rapport au temps. Et je dirais que depuis 2 siècles, on a mis toute notre intelligence à inventer des prothèses techniques à accélérer ou à dénaturer le temps. Et nous en sommes arrivés à cette dictature des temps rapides sur les temps longs et des temps courts sur les temps longs. On voit comment toutes les sociétés qui nous ont précédés ont toujours mis les anciens au cœur de la cité. C'était la figure du vieux sage. Eh bien, s'il faut remettre aujourd'hui les anciens au cœur de la société, c'est d'abord pour les enfants. C'est les enfants qui ont besoin de cet éloge de la lenteur. Prenez ces gamins de 6-8 ans qui ont un emploi du temps de cadre dirigeant, qui n'ont même pas le temps de s'ennuyer, alors que l'ennui est essentiel pour pouvoir se structurer. Prenez ces gamines de 10-12 ans qu'on déguise en Lolita, à qui on vole le temps spécifique de leur enfance. Ces enfants qu'on fait grandir trop vite, ça devient ensuite des ados adultes, des éternels adolescents parfaitement adaptés à une société boulimique, à une société d'hyperconsommation, à l'idéologie sportive. Et lorsque Paul Virilio nous rappelle que toute accélération se fait toujours au détriment des plus faibles, il a éminemment raison. Prôner la lenteur aujourd'hui, c'est un choix politique, un choix social, un choix anthropologique. Et c'est une dimension qu'il va falloir que les professionnels de l'éducation physique et corporelle intègrent. C'est-à-dire, effectivement, comment enseigner cette lenteur de la même façon qu'on avait su enseigner la vitesse. Et je dirais que ça demande autant d'attention, autant de vigilance. Ce n'est pas plus simple, il n'y a rien de naturel là-dedans, ni d'un côté, ni de l'autre. Cette idéologie de la vitesse, de la performance, on peut intégrer à cela d'un corps parfait, d'un corps sans faille, le diktat un peu médico-sportif, etc. Tout cela conduit aussi à concevoir un corps qui est totalement, je dirais, il y a un déni de corps réel. On arrive finalement à considérer que le corps, c'est comme la viande dont parle le post-humanisme, et d'une certaine manière la machinisation du corps.
Au fond, la machine, c'est elle qui répondrait le mieux aux impératifs de performance, de fiabilité, de vitesse. Par conséquent, c'est l'humain qui est menacé ici. C'est donc un enjeu fondamental. C'est pas simplement une affaire de choix politique secondaire ou superficiel. Oui, je crois qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin que la critique habituelle. La critique que l'on a longtemps portée, c'était de dire que l'idéologie sportive était très proche de l'idéologie marchande dans, son éloge du corps parfait, du corps longiforme, qui mettait en échec l'immense majorité des humains. Mais ça, c'est presque aujourd'hui la préhistoire. Ce qui nous menace aujourd'hui, c'est le passage vers ce qu'on appelle le transhumanisme, le post-humanisme. C'est-à-dire cette idée que l'humanité telle que nous sommes, avec nos défauts, nos limites, nos faiblesses, serait aujourd'hui inadaptée, je dirais, au monde de demain, et notamment aux exigences de performance sportive. Ce qui fait qu'on nous promet une série de mutations. On nous promet déjà de passer de l'homo sapiens que nous sommes au cyborg, à l'individu appareillé. Et nous ne l'aurons pas. Existent déjà sur le marché des équivalents techniques pour presque tous les organes humains. Et ça va nous être, j'allais dire, vendu au nom soit de la plus grande générosité, ça permettra de rendre la vue à l'aveugle, soit au nom du spectacle sportif, ça permettra d'empiler toujours des records sur des records. Mais comme le dénonce mon ami Jacques Testard, l'un des pères scientifiques du premier bébé éprouvette, ce qui est en jeu là derrière, c'est bien le passage vers l'humain augmenté. Et la deuxième grande mutation qu'on nous promet, c'est le passage de l'homo sapiens que nous sommes à l'individu grand consommateur de médicaments, ça c'est déjà bien commencé, mais aussi de substances d'amplification cognitive. Et le grand spécialiste suédois, Anders Sandberg, se veut rassurant. Je cite de mémoire, il dit « Un jour, on décryptera la formule biochimique du sentiment amoureux et on pourra se donner ce sentiment à volonté. » Fin de citation. Ce qui vaut pour le sentiment amoureux vaudrait pour l'ensemble des sentiments humains. Le manque d'empathie, la propension à se mettre en colère. Ce qui est imaginé ici, c'est une véritable ingénierie de l'esprit, une sorte de bonheur sur ordonnance. Et je dirais que là encore, l'idéologie sportive ne peut qu'embrayer sur ce discours. Parce qu'elle en a besoin au niveau de ce dopage corporel et de ce dopage mental. Et je dirais que ce meilleur des mondes, au sens d'Huxley, c'est effectivement sur les stades qu'il risque de commencer. On a déjà vu ces débats sur la possibilité pour des sportifs handicapés de concourir face à des personnes non porteurs de handicap. Pistorius. Avec effectivement des performances physiques qui risqueraient fort d'être supérieures. Et ce qui vaut pour le sport, mais nous prépare au débat pour l'ensemble de la société. Veut-on créer une planète où 8, 9, 10 milliards d'humains auront leur place? Ou veut-on créer une planète où seulement quelques millions, dizaines de millions d'individus auraient droit de cité? Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est ce risque de désespècement. C'est-à-dire comment une petite partie de l'humanité, au nom de l'idéologie de la gagne, dans le domaine économique, dans le domaine du sport, risque effectivement de se séparer du reste de l'humanité. Alors ça donnera peut-être de beaux spectacles, ça donnera sans doute de grands records, mais est-ce le monde, est-ce l'humanité que l'on souhaite léguer à nos enfants? Moi, je suis convaincu qu'il faut aujourd'hui avoir une réflexion qui soit à la hauteur des enjeux anthropologiques. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une révolution économique, sociale, politique dont il est question, c'est une véritable mutation anthropologique. Quand on parle, comme on l'a fait, de sport capitaliste, de société capitaliste, en fait, on est un peu court sur pattes. Je dirais que ce monde capitaliste, aujourd'hui, ne fait plus société. Ce qui le caractérise, c'est la déliaison sociale. Et le sport y contribue. Et je dirais que
Parler de monde capitaliste, c'est aussi un abus de langage. Cet univers capitaliste n'est plus porteur de sens. Quel sens ça peut avoir de vouloir être simplement le premier, d'être le meilleur? Je dirais, est-ce que c'est à la hauteur des enjeux fondamentaux de l'humanité? Sûrement pas. Alors le désport, c'est peut-être le motif finalement d'une certaine mobilisation à la fois intellectuelle, politique, mobilisation autour à la fois d'une dénonciation de cette idéologie de la compétition, du toujours plus, du qui va gagner, et en même temps peut-être réhabiliter ce qui dans l'activité entre guillemets physique a de ludique, le divertissement au sens noble, pas au sens pascalien. Donc ça c'est un enjeu de taille, on peut peut-être terminer par cela. Mais quand vous parlez de désport, c'est très intéressant parce que ça nous montre déjà qu'il y a une pluralité de pratiques sportives. C'est-à-dire ce qu'on appelait effectivement, en ancien français, le désport, c'était ce divertissement qui concernait tout autant l'épanouissement physique que mental. Et cette pratique est passée en Angleterre, où elle a acquis une autre dimension. Ce qui a été mis en avant, c'est simplement cette compétence, cette performance physique, je dirais en accompagnement de la révolution industrielle. Donc il faut effectivement redécouvrir cette richesse, cette diversité. Il faut faire de nos activités physiques un divertissement, une fête. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la fête, le ludique, ça ne s'oppose pas au sérieux. Il n'y a rien de plus sérieux que de faire la fête. Ça s'oppose à l'ennui. L'ennui, c'est ce qui remplit les tribunes des stades. Alors que la fête, c'est ce qui permet de mettre les gens en mouvement. Et on le voit effectivement de façon extraordinaire dans la représentation. Je parlais tout à l'heure d'un manque de représentation du peuple. Là, au contraire, nous avons un peuple qui est représenté, qui a droit à l'image. Donc le désport, oui, c'est ce vers quoi il faut tendre. Et lorsque je dis qu'il faut abandonner le mot de sport pour celle d'activité physique et corporelle, on pourrait très bien choisir le terme de désport s'il était, j'allais dire, plus parlant. Je n'ai pas le fétichisme du vocabulaire. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et je le répète, il ne s'agit pas d'en rabattre sur la place des enseignants d'éducation physique et corporelle dans les établissements scolaires, mais bien au contraire, de leur accorder plus d'importance qu'on n'en leur a jamais donné. Mais pour ça, il y a une condition, qu'on se libère définitivement de l'idéologie sportive.